un trône, deux frères. Alors que le royaume partait en guerre, personne ne se doutait que le véritable ennemi se trouvait à l'intérieur. Ce qui se passe à la fin vous laissera sans voix. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer des derniers films nigérians que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film nigérian captivant qui offre bien plus que du divertissement. Il est rempli de leçons précieuses, alors ne le ratez pas. C'est parti. Le film commence dans un royaume où, un jour, le prince Eze intervient pour sauver une jeune fille qui était sur le point d'être violée par son frère, le prince Odi. Pendant leur combat, leur mère, la reine, arrive sur les lieux. Elle gifle le prince Eze et, après son départ, elle gifle également le prince Odi. Elle est humiliée que le prince Eze ait dominé Odi devant elle. Puis, elle s'en va. Le prince Eze est ensuite montré en train d'aider les villageois de toutes les manières possibles. Pendant ce temps, certaines jeunes filles, dont Ure et ses amis, l'admirent et expriment leur désir d'être avec quelqu'un comme lui. Quelqu'un de spécial avec qui elles pourraient construire un avenir. Lorsque le prince Eze retourne au palais, son père, le roi, l'invite à marcher avec lui pour lui parler de sujets importants. Pendant leur promenade, Eze demande à son père comment il a eu les cicatrices sur ses mains. Le roi lui répond qu'il lui expliquera en temps voulu. Plus tard dans la journée, Ure rentre chez elle où son père l'aide dans les tâches ménagères. Il lui demande pourquoi elle ignore un homme qui s'intéresse à elle. Ure lui répond qu'elle n'est tout simplement pas intéressée, puis elle s'éloigne, disant qu'elle a besoin de se reposer. Ce même jour, le prince Odi croise le père d'Ure et récupère de balmes pour une célébration. Il exige également que le père d'Ure lui apporte un grand bidon de vin le lendemain, le menaçant s'il ne le fait pas. Le père d'Ure se sent impuissant. Ce soir-là, le prince Eze prépare un plat spécial de viande de brousse pour son père. Bien que le roi hésite d'abord, car il est inhabituel pour un prince de cuisiner, il apprécie le geste et savoure le repas. Pendant qu'il mange, le prince Odi arrive et les rejoint. Lorsqu'il apprend que c'est Eze qui a cuisiné le plat, il recrache immédiatement la nourriture et quitte la table, dégoûté. Plus tard dans la nuit, la reine réveille le prince Odi parce qu'Eze joue du tambour sur la place du village. Étant l'aîné et l'héritier du trône, Odi considère les actions de son frère comme insignifiantes et jure de se venger lorsqu'il deviendra roi. Sa mère l'encourage dans ce sens. Le lendemain matin, le père d'Ure lui donne des instructions strictes. Ne pas donner le bidon de vin au prince Odi, ni à qui que ce soit d'autre. Elle accepte et s'en va. Au palais, le prince Eze offre un cadeau à son père, que le roi apprécie. Ensuite, Eze et Odi entrent pour une réunion avec le roi. Pendant cette rencontre, le roi demande à Odi s'il préfère être craint ou respecté en tant que dirigeant. Odi répond qu'il préfère être craint. En réaction, le roi raconte une histoire sur une ancienne guerre et explique que, pour être couronné roi, Odi devra se préparer à une guerre à venir. Une guerre qui exigera force, courage et sagesse. Pendant ce temps, Ure annonce à ses amis qu'elle se rend au palais. Lorsqu'elle arrive, le prince Eze l'accueille chaleureusement et lui tient compagnie, car Odi est encore en réunion avec le roi. Ure est ravi de son attention, tandis que la reine observe la scène à distance. Peu après, un garde vient informer Eze que le roi souhaite le voir. Lorsqu'il rejoint le roi et Odi, le roi leur raconte comment il a eu ses cicatrices. Il révèle qu'il avait été présumé mort autrefois, mais qu'une femme inconnue l'a ramené à la vie. Il insiste sur le prix élevé de la guerre et sur les dangers imminents pour le royaume. Alors que la tension monte, une dispute éclate entre Eze et Odi. Le roi, agacé, les renvoie tous les deux. Plus tard, le prince Eze cherche Ure, mais apprend que la reine l'a renvoyé. Ure raconte à son amie la belle conversation qu'elle a eue avec le prince Eze et tout ce qui s'est passé lors de sa visite. Ensuite, un homme nommé Namdi arrive bruyamment, réclamant le remboursement d'une dette que le père d'Ure lui doit, l'équivalent de 5 gallons de vin de palme. Il insiste pour rester jusqu'à ce que la dette soit réglée, et Ure accepte sa présence. Pendant ce temps, le prince Eze passe un bon moment, tandis que le prince Odi, en proie à de sombres pensées, planifie comment affronter son frère qui a défié son autorité. Un jour, 2 gardes du palais arrivèrent et demandèrent à voir Ure de la part du prince.
Son père était inquiet, mais il appela sa fille et elle suivit les gardes calmement. Lorsqu'elle arriva au palais, le prince Odi fit semblant d'être celui qui l'avait convoqué. Ur fut effrayé par la façon dont il la fixait. Heureusement, le prince Ez arriva et dit à son frère que c'était en réalité lui qui avait envoyé chercher Ur. Il repartit alors avec elle. Le prince Odi et leur mère restèrent silencieux en les regardant s'éloigner. Le prince Ezeb passa du temps avec Uray et lui raconta de nombreuses histoires sur son enfance avec le prince Odi. Il lui dit qu'il voulait mieux la connaître, ce qu'elle accepta sans problème. Elle l'encouragea à réfléchir à la manière dont il pouvait utiliser sa position de prince pour influencer positivement le peuple, disant que s'il montrait l'exemple, les autres suivraient. Elle ajouta que le peuple espérait qu'il deviendrait le prochain roi à cause de sa bonté, qui leur rappelait celle de son père. Le prince Ez fut émerveillé par ces paroles, mais répondit qu'il voulait juste être une personne normale qui aide ceux dans le besoin. Il raccompagna ensuite Ur chez elle et remercia son père de l'avoir laissé lui rendre visite. Le père d'Ur était encore inquiet, car il était rare qu'un prince s'intéresse autant à une fille du peuple. Plus tard, lorsque le prince Ezé retourna au palais, sa belle-mère le réprimanda pour avoir passé du temps avec une fille qu'elle jugeait ordinaire. Malgré tout ce qu'elle disait, le prince Ez lui répondit qu'il était différent d'eux. Elle tenta de le frapper, mais Odi intervint et gifla Ez à la place. Ez, comprenant la tournure des choses, provoqua Odi en lui disant de le frapper encore. Mais Odi ne le fit pas et Ez s'éloigna. Quelque temps plus tard, la reine appela le prince Odi et lui révéla certains secrets. Elle lui parla de la maladie du roi et lui confia son plan de le faire devenir roi sans qu'il ait à partir à la guerre, craignant qu'il n'en revienne pas vivant. Odi insista pour partir quand même, mais elle le fit taire en disant que, une fois roi, cela n'aurait plus d'importance. Elle ajouta qu'elle organiserait une parade pour le faire proclamer roi. Elle se plaignit aussi de la mère défunte d'Ez, disant qu'elle l'intimidait. Elle parla d'elle en termes négatifs, puis motiva Odi à devenir roi au plus vite. Ils quittèrent la pièce ensemble. Le lendemain, le père d'Ur alla récolter du vin de palme, mais Namdi, qui le vit rentrer, lui réclama immédiatement l'argent qu'il lui devait. Le père d'Ur expliqua ce qui s'était passé, que Namdi savait déjà, mais il prit tout de même son vélo en guise de paiement et partit. Ur demanda à son père de se défendre, mais il ne put rien faire. Plus tard dans la journée, le crieur public annonça que tous les jeunes devaient se rassembler sur la place du village pour une parade. À ce moment-là, le prince Ez trouva Uray triste et la réconforta en l'appelant Sienne. Il lui dit qu'il l'avait choisie pour être sa femme, car le moment approchait pour les princes de choisir leurs épouses. Le père d'Ur entra et interrompit leur moment. En apprenant que son frère était responsable des problèmes récents du père d'Ur, le prince Ez alla le confronter. Odi l'insulta et parla de leur mère défunte. Ez ne répondit rien et s'en alla. Peu après, Namdi rendit le vélo du père d'Ur, disant que le prince avait ordonné sa restitution. Il l'informa également qu'il était exempté d'impôts pour le mois. Le père d'Ur fut surpris et reconnaissant. Namdi le supplia alors de l'aider à se rapprocher du palais. Ur raconta à ses amis ce qui se passait entre elle et le prince Ez, mais la plupart eurent du mal à la croire. Un jour au palais, le prince Ez s'opposa à la décision de la reine d'organiser une parade alors que le roi était encore en vie. La reine expliqua que le roi était très malade et que le guérisseur avait interdit à quiconque, sauf elle, de le voir. Elle affirma que la parade était nécessaire, car il était interdit qu'un royaume reste sans dirigeant. Bien qu'elle ait donné ses raisons, le prince Ez n'était pas d'accord. Odi fit alors appeler un garde pour annoncer que la parade aurait lieu le jour de marché suivant. Plus tard, le prince Ez passa du temps avec Ur. Ils se firent des promesses pour rester ensemble jusqu'à la fin. Ce jour-là, le prince Odi, découragé, parla à sa mère du fait que tout le monde préférait Ez à lui. Sa mère l'encouragea, lui rappela sa valeur et lui promit qu'il serait couronné roi le lendemain. Le prince Ez continua de profiter de son temps avec Ur. Il l'aida à aller chercher de l'eau au ruisseau et la ramena chez elle. Lorsqu'ils arrivèrent, il l'aida même à préparer le repas. Le jour suivant, au palais, la reine convoqua une réunion urgente. Le prince Odi
était déjà assis sur le trône du roi. La reine s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle concernant le roi aux anciens lorsque celui-ci entra, debout et en pleine forme, et s'assit sur son trône. La reine et le prince Odi furent stupéfaits. La prêtresse prit alors la parole et révéla qu'une épingle maléfique avait été placée sous le paillasson de la fenêtre du roi. C'était un objet ancien, suffisamment puissant pour abattre un grand roi. Elle félicita le prince Aisé pour l'avoir trouvé et enlevé. La reine, qui en était responsable, affirma ne pas savoir ce que c'était et dit l'avoir mise là juste pour l'avoir à portée de main. Elle présenta ses excuses au roi, qui lui pardonna. Ensuite, ils discutèrent de la guerre à venir et déclarèrent que les meilleurs guerriers devaient se préparer. Le prince Ez alla retrouver Ure pour célébrer la guérison du roi. Ure exprima son inquiétude quant au départ du prince Odi à la guerre et le danger qu'il encourait. Mais le prince Ez répondit que rester derrière ne servirait à rien. Ure le rassura en disant qu'avec la bonne orientation, ils s'en sortiraient. Ils ravivèrent leur amour dans l'instant. Quelques jours plus tard, le grand prêtre commença à fortifier le corps du prince Odi et ceux des autres guerriers qui se préparaient pour la guerre. Après les bénédictions, il oignit le prince Odi pour qu'il dirige les combattants. À ce moment-là, la reine avoua que le prince Odi était en réalité né peu de temps après le prince Aisé. La sage-femme responsable des accouchements admit que la reine l'avait menacée pour qu'elle garde ce secret. Le roi, furieux, bannit immédiatement la reine et ordonna que la sage-femme reçoive une punition sévère. Humilié et trahi, le prince Odi quitta la salle, se voyant comme le dindon de la farce. Le roi demanda alors au prince Ez s'il était prêt à conduire les guerriers à la guerre. Ez accepta, malgré les pleurs du peuple, expliquant que la tradition l'exigeait. Il encouragea les villageois par des paroles fortes, et le roi lui ordonna d'aller se préparer. Le prince Aisé courut rejoindre Ure, qui éclata en sanglots, exprimant sa douleur et sa peur qu'il ne survive pas pour voir l'enfant qu'elle portait de lui. Il la consola, lui promit de revenir, et lui donna le collier de perles de sa mère, qui avait aussi été guérisseuse. Après l'avoir rassuré, il partit. Le prince Ez fut à son tour fortifié. Après avoir adressé un discours au peuple, lui et ses guerriers partirent au combat. Le roi pria pour sa sécurité et rassura Ure que son bien-aimé reviendrait sain et sauf. Plus tard dans la soirée, la reine supplia le roi de lui pardonner. Mais le roi, encore furieux, fit remarquer qu'Odi avait profité pendant des années des privilèges qui revenaient à Ez. Il s'éloigna, promettant de rendre son jugement final. Le lendemain, le prince Odi était dans une colère noire dans sa chambre. Sa mère vint le voir, tandis qu'ailleurs, Ure était plongé dans une profonde tristesse, réconforté par son père. Pendant ce temps, 2 royaumes étaient engagés dans une bataille féroce sur le champ de guerre. Même pendant la nuit, le roi, le grand prêtre et la prêtresse offraient leur soutien spirituel, priant pour la victoire d'Ez et de ses hommes. Le jour suivant, Ure était silencieuse, perdue dans ses pensées, repassant en mémoire les moments passés avec le prince Ez. Ses amies étaient très inquiètes, et certaines disaient même que c'est Odi qui aurait dû partir à la guerre, car elles le croyaient plus robuste que qu'Ez. Elles en discutèrent toute la journée. À un moment donné, une servante apporta le repas du prince Odi. Il l'agressa et la menaça de ne rien dire. Plus tard, il alla voir sa mère, qui souffrait, s'excusant auprès de lui et lui disant qu'elle était prête à tout pour qu'il devienne roi. Cette nuit-là, la guerre continuait. Le roi remarqua que la reine et le prince Odi étaient introuvables. Alarmé, il déclara que sa femme subirait de graves conséquences si ses 2 fils disparaissaient. Pendant ce temps, les amis d'Ure s'éloignèrent d'elle. Cette même nuit, alors que le grand prêtre et la prêtresse priaient encore pour la sécurité du prince Odi rejoignit son frère sur le champ de bataille. Ensemble, ils vainquirent l'ennemi et célébrèrent leur victoire, évoquant leurs souvenirs d'enfance. Mais tragiquement, le prince Odi profita du moment et poignarda le prince Ez. Au même instant, Ure ressentit une vive douleur et s'évanouit. Le grand prêtre, sentant qu'un malheur venait d'arriver, annonça au roi que le prince Ez était mort. Le roi poussa un cri de douleur. Sur le champ de bataille, le prince Odi cria une fausse victoire. Le père d'Ure appela à l'aide et ses amis insistèrent pour l'emmener au palais, chez la guérisseuse.
Après l'avoir examiné, la guérisseuse dit à son père de rentrer chez lui, l'assurant que Hur se remettrait et que les dieux s'intéressaient à elle. Son père repartit. Ce qui allait se passer ensuite dépassait tout ce que l'on aurait pu imaginer. 3 jours plus tard, les amis d'Hur demandèrent à la guérisseuse pourquoi elle ne s'était toujours pas réveillée. La guérisseuse expliqua que Hur était lié à la source de son pouvoir et qu'elle était en réalité plus puissante qu'elle-même. Hur se réveillerait quand elle serait prête. Peu après, Hur se réveilla et demanda aussitôt le prince Ez. Submergée par le chagrin, elle cria sa douleur et courut au palais. Là, elle entendit l'histoire mensongère qu'Odi avait racontée à propos de la mort de son frère, mais elle refusa d'y croire. Le roi s'adressa alors au peuple. Au moment où la servante qu'Odi avait agressée lui servait une coupe d'eau, le roi s'apprêtait à couronner le prince Odi. C'est alors que le prince Ez entra. Hur éclata en louanges. Le prince Ez révéla à tous que son frère l'avait poignardé. Il déclara que s'il était encore en vie, c'était parce que l'esprit de sa mère était venu à lui à travers Hur et l'avait guéri. Ez demanda à Odi de jurer son innocence. Odi s'effondra et mourut sur place. Il y avait quelque chose dans sa boisson. Sa mère s'avança alors et avoua qu'elle avait tué la mère d'Ez par jalousie. Aussitôt, les dieux la frappèrent de folie. Le roi déclara qu'elle ne serait jamais honorée et qu'elle serait enterrée dans la honte. Le corps du prince Odi serait jeté dans la forêt maléfique. Le peuple se réjouit et acclama le prince Ez, tandis que tous se rassemblèrent pour fêter ce moment. Ce film nous enseigne des leçons importantes. Prendre soin des autres, défendre ce qui est juste, rejeter la rébellion et l'envie, et comprendre que ce qui vous appartient vraiment vous reviendra toujours, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des dernières nouveautés du cinéma nigérian. À bientôt!